Bonjour, mon nom est Mélissa, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monet et aujourd'hui je vais vous présenter les incontournables pour le mois de mars. Donc je vais commencer avec La Clé des Champs parce que c'est un incontournable du mois de février. Donc il n'est pas dans la salle de montre actuellement, mais j'avais quand même vraiment envie de vous le présenter. Il nous est arrivé tardivement, mais donc le voici. C'est le gagnant du prix Gallimard 2021. Donc c'est un prix qui a été créé pour aider les jeunes auteurs jeunesse à écrire leur premier roman. C'est le gagnant de 2021. Et donc c'est un tome unique. On est dans un univers de voleurs, on est avec Robin, donc on voit qu'il y a tout le référentiel autour de l'univers des voleurs, Aladdin, Ali Baba, c'est vraiment très chouette. Et notre Robin, dans le fond, étant la troisième de sa famille, c'est difficile pour elle de se faire comprendre, c'est quelqu'un qui veut pas voler, donc c'est le mouton noir de sa famille. Et à un moment donné dans l'histoire, elle va remettre un cadeau à son frère pour son initiation, et normalement la tradition c'est de voler un objet, chose qu'elle n'a pas fait, donc elle a fabriqué un objet. Et ça a été considéré comme une honte à ce moment-là. Les parents ont été vraiment déçus et ont décidé que c'était l'heure de l'envoyer dans une école pour les voleurs. Donc, un peu la dernière chance, si on veut, de la récupérer. Dans l'école, il y a des objets vraiment précieux dans le bureau du directeur et ces objets précieux-là, il y a notamment une clé, une forme de crochet en argent et il a été volé par quelqu'un dans l'enceinte de l'école. Cette fameuse clé-là aurait le pouvoir d'ouvrir n'importe quelle porte, donc on conçoit que c'est quand même un objet assez important. Et on va avoir interrogé tous les étudiants de manière assez particulière d'ailleurs. Et Robin va se retrouver dans une situation où elle veut sauver un de ses amis qui s'est proclamé le voleur alors que c'est pas le cas, simplement pour échapper aux sanctions. Donc elle va devenir enquêtrice en fait, pour retrouver la fameuse clé des champs. Donc on a un petit mélange entre tranche de vie, voleur et polar, donc c'est vraiment très chouette. Il n'y a pas vraiment de magie, mais on le laisse parfois entendre. Donc c'est vraiment très chouette. Je vous invite à aller regarder ça de plus près. On a des personnages qui sont vraiment très originaux aussi. Donc là, on embarque pour le mois de mars. Donc le premier que je voulais vous présenter, c'est Le Pacte Magique. C'est une réécriture de La Princesse Sarah ou La Petite Princesse. Il y a la seule petite particularité de différent qu'on a dans le roman, c'est qu'on n'est pas à la même place. Donc on n'est pas à Londres, on est à New York, sensiblement dans les mêmes années. Et ce monde-là, il est magique. Donc qu'est-ce qu'on a à la place de la princesse Sarah, on a Emma, qui est la petite bourgeoise assez mature, qui est pas très matérialiste. Son père est très très riche, il va lui prendre la chambre la plus luxueuse du pensionnat où est-ce qu'il va l'envoyer. Donc Emma, dans le fond, c'est la jeune fille on nous explique dans le fond que dans son monde à elle, c'est normal de pratiquer la magie, mais en fait, ce qu'on dit pour les autres classes sociales, c'est que pour les pauvres, on n'a pas le droit de la pratiquer. Donc les riches se sont arrogés le droit de la pratiquer. Et ça fait pas l'affaire de Isabelle, qui est juste ici, qui est une domestique dans la même place, dans le même bâtiment. Et elle souhaite pouvoir le faire, donc passer au prochain stade. Donc dans cet univers-là, la magie est sur 3 niveaux. On a les étincelles, on a le scintillement et on a l'embrasement. Donc ça se passe à 12 ans. Les vents magiques sont favorables et il y a un synchronisme avec la magie. Ça demande un rituel qui est assez complexe, qui demande beaucoup de matériel, du matériel assez coûteux. Et il y a une danse aussi à travers tout ça. Donc on comprend qu'on a complexifié vraiment le rituel pour être sûr que les pauvres n'y aient pas accès. Mais donc Emma, malheureusement, va perdre son statut particulier quand son père va décéder. Donc elle va passer vraiment de très très riche à domestique à la même place qu'Isabelle. Ils vont devoir travailler ensemble et éventuellement ils vont même créer une forme d'amitié. Ce qui est particulier dans le fond, c'est que maintenant Emma elle a toute la théorie autour de la magie et Isabelle a vraiment le désir de le mettre en pratique, donc ils vont vraiment s'acoquiner ensemble. Il y a d'autres personnages aussi qui vont arriver dans le milieu, ils vont être 4 enfants. Donc l'idée c'est vraiment qu'il y a des classes sociales, c'est inégal, les riches gaspillent la magie, les pauvres en ont besoin. Fait que c'est vraiment très beau, c'est un roman social, on a vraiment une très belle magie, on a même Monsieur Figgy ici, qui est le dragon de maison, qui est vraiment très chouette à suivre. Donc vraiment un beau livre pour faire honneur à la princesse Sarah, je vous invite à aller regarder le classique ensuite. Furioso est du Québec, c'est une pièce de théâtre. Je vous invite à aller regarder le Théâtre de l'Œil où est-ce qu'elle a été présentée pour la première fois. En outre, vous pouvez le trouver sur le site. Il y a même une capsule pour présenter la pièce, donc on peut voir les marionnettes qui ont servi à faire la pièce. Ils sont vraiment très jolis. Furioso, dans le fond, nous amène dans un univers qui ressemble à celui des contes. On a des chevaliers, des princesses, des magiciennes, un paquet de créatures fantastiques aussi.
On joue sur les codes, donc on joue sur les stéréotypes. On a deux chevaliers qui veulent la même princesse, mais qui sont un peu simples d'esprit. On a une magicienne qui est vraiment fermement féministe, donc elle, les princesses qui sont désespérées, elles détestent ça. On a une chevalière aussi qui est en amour avec un des chevaliers, qui désespère de le retrouver. Donc on joue vraiment avec tous les codes, c'est très drôle. Les répliques sont vraiment tordantes. On a aussi des personnages qui sont très variés, donc on a juste à le voir à travers les noms, mais on le voit aussi avec les marionnettes. Je vous invite encore à aller regarder la capsule. Donc on a Abderraham, on a Orlando, on a le troubadour qui est le narrateur. On a aussi la princesse Wuhan. Et on a... oh mon Dieu, c'est quoi son petit nom à la magicienne? Je m'en rappelle plus. C'est pas grave. Je vous invite à aller regarder, c'est vraiment très drôle. L'importance du dialogue, l'importance de parler avec l'autre, l'importance de la communication saine, évidemment. L'idée aussi que des fois, on est plus que le simple stéréotype qu'on est. Donc vraiment très chouette, j'ai beaucoup apprécié. Environ du 3e cycle primaire, donc la 5e et la 6e année. Vraiment regardez, c'est vraiment chouette. L'île du bonheur nous amène dans une collection qui traite de philosophie, donc il y en a quand même quelques-uns, on les a notamment à la fin, on vous les présente. Cette petite collection-là, dans le fond, pour celui-là, vient d'une autrice qui vient des Pays-Bas, donc c'est une néerlandaise qui l'a écrit, Marit Tornvits, je sais. Désolée si j'ai écorché le nom. Donc celui-là nous entraîne dans un univers avec beaucoup d'images. Je vais vous montrer sommairement, on a quand même plusieurs images. Il n'y a pas énormément de texte. Donc, on est dans une allégorie du bonheur. Donc, dans l'histoire, les gens naviguent sur des barques. Ça peut être des bateaux, ça peut être des radeaux. C'est vraiment... Dans le fond, on navigue sur le chemin de la vie. Il y en a certains qui vont s'être arrêtés sur des îles. Et ces îles-là représentent différentes formes de bonheur. Il y en a pour qui ça va être une qualité comme la solidarité. Il y en a d'autres pour qui ça va être l'apprentissage éternel, le développement de la pensée. Il y en a pour d'autres, ça va être la fête jusqu'à la fin des temps. On voit aussi que parfois le personnage en fond va s'arrêter dans ces îles-là, va en prendre peut-être un peu de chacun, mais jamais sans s'y arrêter. Donc c'est pas ce qu'elle cherchait en fait. À un moment donné, elle va même finir amarrée à une autre embarcation très similaire à la sienne, mais le temps passant, ça n'a pas fonctionné, ils vont se séparer à nouveau, donc on comprend qu'elle était en couple. C'est vraiment d'interroger qu'est-ce qui fait le bonheur pour nous. Est-ce que c'est davantage adhérer à des valeurs? Est-ce que c'est d'arriver à un point en particulier? Est-ce que c'est d'être avec quelqu'un? Pour le personnage ici, c'est de finir sur une île qui n'a absolument rien. C'est une île qui est vierge. Et elle va dire dans le fond que c'est une île où tout est possible. Donc il y en a pour qui c'est simplement la liberté de faire des choix. Fait que vraiment très simple à comprendre. On peut faire plein de choses avec ça. J'ai vraiment trouvé ça très beau. Les images sont aussi parlantes que le texte. Comme quoi on peut faire de la philosophie même avec nos plus jeunes. Donc définitivement regarder de plus près. Quête mène l'enquête, c'est une nouvelle série policière que j'ai vraiment beaucoup appréciée parce qu'il y a 2-3 éléments qui sont vraiment nouveaux dedans. Donc Kate, c'est notre petit personnage ici. Déjà, j'apprécie sa silhouette, ça fait du bien d'avoir autre chose qu'un personnage mince. Les dessins sont vraiment très beaux, très drôles. Il y a plein de jeux sur la forme. C'est vraiment très chouette, ça ressemble vraiment beaucoup au travail de Chris Riddle ou même de Roald Dahl sur les œuvres jeunesse, donc d'intégrer le texte et les images, de mettre beaucoup de petits détails. C'est vraiment très chouette. Donc, qu'est-ce qu'on a côté histoire? On a Kate qui arrive dans le Arctic Express, en direction le nord, pour rejoindre sa mère, qui est une scientifique, avec son père qui est un gros nounours, c'est vraiment sympathique. Donc, la prémisse de base est assez connue, ça ressemble un peu justement à l'Orléans Express de Agatha Christie. Mais notre quête, dans le fond, elle va chercher le voleur de trophées, des trophées qui appartiennent à une gymnaste. Accessoirement, il y a aussi l'apprenti conducteur du train, l'homme à tout faire, qui a perdu ses biscuits au gingembre. Lui aussi, il aimerait bien qu'on les retrouve. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le train? Qui est le voleur? C'est ce qu'on veut savoir. Ce qui est notable, c'est que pour une fois, le personnage, en fait, elle va se tromper du tout au tout. C'est pas du tout ce qu'elle avait envisagé. Et ça pose l'interrogation de dire, justement, des fois, quand on a des personnages qui sont dans le rôle de l'antagoniste, donc le méchant. Je vais juste vous trouver la photo du personnage. Là, au début. Ah, voilà. Donc, on la voit, donc c'est un personnage qui est linéaire, sec, désagréable, cerné, habillé en noir, vraiment snob. Parfois, encore une fois, les méchants, c'est pas forcément ce qu'ils ont l'air, donc c'est vraiment pas elle qui a fait ça, même qu'on va découvrir qu'en fait,
c'est une personne qui a vraiment souffert dans sa vie. Elle a été diffamée. Donc vraiment, en fait, c'est plutôt une victime, la méchante. Donc qui a volé les trophées? Ben, c'est pas elle. C'est appréciable parce que normalement, en littérature jeunesse, c'est toujours le méchant. Puis le méchant, il est toujours méchant pour être méchant. Ici, on change un peu on change de logique. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant. L'autre particularité qui est vraiment notable dans celui-là, c'est que le personnage de Kate a une femme qu'elle admire, qui est dans le fond une autre détective. Et elle a un journal de bord qu'elle tient sur elle qui lui montre comment être une détective. Donc, comment est-ce qu'on fait une interview, comment est-ce qu'on va chercher des indices. Donc, il y a toute l'idée d'apprentissage derrière ça. Ça peut être vraiment cool si vous voulez montrer c'est quoi un roman policier, c'est quoi de faire une investigation. Ben, on a carrément le matériel dedans pour le faire. Sinon, encore une fois, des beaux personnages qui sont pas stéréotypés, qui sortent un peu des conventions, qui sont très touchants, c'est vraiment très beau. Donc, je vous invite vraiment à le regarder, c'est vraiment notable. Kellan et les papillons du cœur nous vient d'ici, c'est un Québécois, donc c'est le deuxième de sa série. Vraiment un thème très intéressant pour l'avoir vécu, particulièrement moi j'étais dans des camps de jour, j'avais des jeunes qui on dealait avec ça en 5e, 6e année, les premiers amours, ou pas en fait. Donc Kellan c'est un personnage, c'est le jeune homme ici, il est présenté comme quelqu'un qui est largement apprécié, c'est quelqu'un qui fait du beatbox, c'est quelqu'un qui est physiquement assez plaisant d'après ce qu'on comprend. Alice va d'ailleurs lui dire qu'il est beau, qu'il est talentueux. Et à partir de là, dans le fond, donc je vous le raconte un peu en désordre, mais les amis d'Alice vont mettre la pression sur elle en disant que si elle le trouve de son goût, ben forcément, c'est qu'elle est en amour avec. Donc on voit que les relations sont encore très superficielles au début, c'est clairement pas de l'amour, c'est simplement de l'attrait. Donc Alice va être poussée à aller voir Kellan et elle va devoir lui dire qu'elle l'aime en fait, qu'elle est amoureuse de lui et Kellan va le prendre, va être vraiment très surpris parce que c'est pas quelque chose qui s'attendait, puis c'est pas quelque chose avec lequel il est à l'aise encore. On n'oublie pas, ils ont à peu près 10 ans. Mais le problème, c'est que même du côté de Kellan, les amis vont mettre la pression sur lui en lui disant « Ah ben, avoir une blonde, c'est un truc du secondaire, c'est cool, ton statut va upgrader, comme on dirait. » Donc, on voit un peu la logique de dire ben, « En fait, quand on est en couple, c'est plus une question de statut social. C'est enviable, surtout quand c'est quelque chose qui arrive à l'école secondaire. » Ça n'empêche pas le fait que Kellan n'est pas du tout à l'aise. En fait, la manière que je le comparais, papillon rose du cœur, qu'on est agréable, lui, c'est des papillons gris de malaise. Ça va pas. Heureusement, son père va être un petit peu derrière lui et dire justement à ses amis, ben, vous savez, c'est important de respecter la vitesse des gens. S'il n'est pas à l'aise, ben, il n'est pas à l'aise, vous devez respecter son opinion. Puis en même temps, c'est pas tout le monde qui a envie d'être en couple au même moment. On a tous notre rythme. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Surtout que on en parle très peu du côté des gars, on en parle beaucoup du côté des filles, l'idée de la pression sociale, l'idée que ben on doit se respecter dans notre corps puis dans nos envies. Mais j'aime bien qu'on le dise que nos garçons aussi ont le droit de vivre tout ça. Donc finalement, Alice et Kellan vont se parler à propos de ça et on va même apprendre qu'en fait Alice, elle n'est pas amoureuse. Non, c'est simplement qu'elle le trouve beau et talentueux, mais ça reste son ami. Aussi, justement, de prouvoir le fait que ben, des fois, les garçons et les filles sont simplement en relation d'amitié et non en relation amoureuse. Donc, vraiment super pertinent. On l'aborde vraiment très, très bien. Il y a plein de petits dessins. C'est vraiment très bien. Ça se lit tout seul. Donc, méga pertinent comme livre. Le livre invisible. Donc, je ne sais pas si on peut le voir d'ici. J'essaie de vous montrer avec le jeu d'images. Ce livre-là, il est tout blanc. Mais en fait, on voit que la quatrième de couverture et le devant sont simplement transparents. Donc, le livre invisible, parler de livre invisible, le concept est assez le fun. En fait, c'est simplement que parfois, ben, on peut laisser aller son imagination. Toutes les histoires peuvent prendre vie grâce à notre imagination, peu importe le style, peu importe le format. Et c'est un peu de ça qu'il va nous parler ici. C'est un jeune lecteur qui a perdu son livre invisible, qui va devoir aller à la librairie pour l'échanger. Mais tout le long, on ne sait pas en fait si le livre est invisible ou inexistant en fait. C'est ce qui est drôle. Il y a le guide aussi d'utilisation qui vient à la fin, qui nous explique comment l'utiliser. Le guide de l'utilisateur, juste ici. Qui est lui-même inclus dans le livre. C'est un livre dans un livre. C'est vraiment très drôle. C'est vraiment la forme qui est très drôle. Et j'ai poussé un peu plus loin. J'ai été voir pourquoi M. Bergeron en fait avait fait ce livre-là et il expliquait que lui-même à l'école, il avait tout simplement commencé à lire un livre invisible devant ses étudiants, d'où l'idée d'en faire un pour de vrai. Donc je vous invite à aller voir. C'est très cocasse.
La Maison Soulière nous a fait de deux belles trouvailles pour ce mois-ci. Donc le second, c'est celui-là, c'est Balto de Carol Moore. Un tout petit livre encore une fois, mais encore très pertinent. On a un personnage qui est lunatique. Donc lui à l'école, c'est pas simple, se concentrer sur quelqu'un qui parle, c'est vraiment pas son genre. Donc ça fait un petit peu de lui l'étudiant qui échoue, l'étudiant qui est perçu comme quelqu'un d'un peu moins intelligent. Mais c'est pas du tout qu'il l'est pas, c'est simplement qu'il est pas attentif. Il est très créatif par exemple, il se voit sur des montagnes, sous l'eau, en pleine expédition. C'est quelqu'un qui apparemment aime beaucoup la nature. Et il y a même un étudiant dans sa classe qui va souvent lui ramener le fait que tu réponds jamais aux questions, t'étais pas vraiment intelligent. Et c'est dur pour le moral de ce personnage-là, et avec raison. Jusqu'au jour où la famille va adopter le beau petit chien qui est ici, Balto, qui est un berger allemand. Et là, la dynamique va vraiment changer. Notre personnage va s'en occuper, il va avoir hâte de jouer avec lui, il va avoir hâte de terminer ses devoirs pour pouvoir en prendre soin, il va faire des balades, il va même avoir un peu plus d'intérêt de la part des étudiants de sa classe pour lui parce qu'il y a un chien. Il y a aussi toute l'idée que notre personnage a des habiletés. C'est simplement qu'il n'a jamais pu les utiliser à l'école, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait à l'école. Donc, de se sentir compétent et de se sentir bon, c'est très agréable, puis c'est important pour nos jeunes, spécialement ceux qui pourraient justement avoir des difficultés à l'école. Donc, c'est vraiment très beau, c'est super cute. L'idée aussi que la zoothérapie a tout à fait sa place dans nos écoles. Il y a même des photos du vrai Balto, donc le vrai chien derrière l'histoire. Donc, vraiment très bien. Allez voir. Donc, mon avant-dernier, le blaireau et putois. Je dois vous spécifier qu'en raison de la traduction, on a mis le mot putois, mais c'est pas le bon animal. En fait, c'est une moufette et c'est vraiment, il y a une différence entre les deux. Le putois, il est brun, il n'y a pas la même queue. Bref, c'est pas le bon animal. Donc, juste peut-être le préciser à vos étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est une histoire sociale. On ne sait pas exactement à quelle époque ça a lieu. C'est pas vraiment une époque où il y a vraiment des télévisions ou des écrans, donc on suppose que c'est peut-être antérieur. On a Blaireau. Blaireau est un spécialiste des roches et des minerais et qu'on veut consacrer sa vie à les répertorier. Pour ce faire, dans le fond, sa tante lui a légué sa maison, lui a passé une maison pour pouvoir faire ses recherches. Et elle va lui écrire en lui disant qu'elle a trouvé quelqu'un de très agréable pour devenir son colocataire. Mais notre blaireau n'a pas lu son courrier. Donc le jour où notre moufette, notre putois, va arriver, il n'était pas au courant en fait. Et ce qui est notable en fait, c'est que dans cette histoire-là, les moufettes ont une réputation particulière, donc d'être des vendeurs itinérants, de ne pas être propres, d'être un peu nono. Il y a vraiment tout un langage de préjugés autour d'eux. Moi, je vois facilement le racisme à travers tout ça. Donc, Blaireau, il échappe pas, il y a plein d'idées, plein de préjugés au fait que Moufette arrive. Et il va même pas lui laisser de chance, il va même être un peu condescendant à son endroit, va lui-même lui donner le placard comme chambre, alors qu'il y en a plein à l'étage. Donc vraiment, on sent au début que c'est pas simple, mais Putois, il est vraiment très motivé, donc il va même lui faire ses repas. C'est un bon cuisinier, c'est quelqu'un de très cultivé, qui lit plein de livres, il a plein de connaissances sociales aussi. Il prend soin de la population des poulets qui sont quelque part dans le quartier. Donc vraiment très touchant, c'est vraiment une histoire d'ouverture. Fait notable aussi, à un moment donné, Blaireau va déraper et va le traiter carrément de nuisible, donc un mot en haine. Et évidemment, Putois va pas le prendre. Je veux dire, c'est terrible comme insulte, alors qu'en plus, c'était une situation où il était en légitime défense. Donc, de dire que parfois les mots aussi peuvent heurter, ça pourrait être intéressant de préciser. Ultimement, ils vont quand même devenir amis, il va y avoir vraiment un changement qui va s'opérer dans l'esprit de Blaireau. Donc vraiment, une très très belle histoire à saveur sociale, c'est vraiment à découvrir, ça vaut la peine. Il y a des images dedans qui ont été faites par John Klassen, donc vraiment allez voir, ça vaut la peine. Donc je vais clôturer avec un dernier petit roman, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que le premier est déjà sorti, mais Alma, le deuxième, vient de paraître. Donc dans la logique du mois des Noirs de février, on était content qu'il apparaisse à ce moment-là. Donc une histoire sur les négriers, sur l'esclavagisme, sur les plantations. Une jeune fille courageuse qui va aller par-dessus ça, parler un peu de la culture aussi qui est à travers tout ça. C'est vraiment très beau. Donc c'est ça, le deuxième est arrivé.
Donc, ça va conclure pour moi pour les romans, pour les incontournables du mois de mars. Donc, je vous invite à aller les voir et je vous souhaite une bonne journée. On se revoit le mois prochain. Bonjour à tous, Marie-Pierre Duquette, libraire secteur jeunesse. Aujourd'hui, je vous présente les albums pour le primaire pour le mois de mars, nos incontournables. Alors, je vais débuter avec une toute petite seconde de Rebecca d'Outremer. En fait, il aurait dû être dans la capsule du mois dernier. Malheureusement, on n'avait pas d'exemplaire entre les mains, donc c'est inévitable. Je dois vous le présenter aujourd'hui. Donc, on a un chef-d'œuvre très, très grand format chez Sarbacane par Rebecca d'Outremer. En fait, c'est une fresque qui va s'écartonner. La fresque se déplie sur 2 mètres de long. Donc, je ne peux pas vous la montrer en entier, mais on voit une scène avec des centaines de personnages qui sont des animaux dans des vêtements d'humains, des habitudes d'humains. Puis, ce qui est super intéressant, c'est que lorsqu'on regarde la fresque à l'envers, on a les mêmes illustrations ici en croquis et les 100 personnages sont numérotés. Pourquoi est-ce qu'on a numéroté les personnages? Je vous montre cela dans un instant. C'est qu'on a aussi avec la grande fresque un livret comme ça ici qui nous présente 100 des personnages de la fresque avec un petit paragraphe où on a la narration du moment vécu par le personnage. En fait, le titre, c'est une toute petite seconde, donc on va nous raconter la toute petite seconde pour exemple Brune Bandit. Alors, Brune Bandit, c'est le personnage numéro 7, on la retrouve sur la fresque et ici, on nous raconte sa petite seconde. Ce qui est absolument magnifique de cette œuvre-là, c'est que la petite seconde de l'un est en lien avec la petite seconde de l'autre, qui est côte à côte. Il y a des effets papillons, si on veut, aussi du cause à effet. Et puis, l'élément central de tout ça, si vous connaissez bien l'univers de Rebecca d'Outremer, c'est le petit Jacominus Gainsborough qui va rouler sur une bille et se briser la jambe. Alors, c'est la petite seconde centrale de cette fresque grandiose. Alors, c'est vraiment un incontournable pour avoir dans sa collection. Je poursuis avec Pareil ou presque, petit album chez Québec Amérique sur les différences, bien chouette pour les petits. On trouve que c'est très bien présenté. On a toujours dans une double page ces 2 cousins. Dans une double page, on a un des cousins et dans l'autre, on a l'autre. Et à chaque fois, on va présenter une différence. Bien entendu, on voit dans le visuel dès le départ que l'un des 2 cousins a un handicap physique. Mais ça ne sera jamais nommé avant la fin de l'histoire. Donc, on va nommer toutes sortes de différences entre les 2 personnages, que ce soit dans leur goût, dans leur peur, dans leur champ d'intérêt, toutes sortes de choses. On les compare toujours dans la double page. On aime beaucoup cette page-là ici où quand les 2 petits garçons rêvent, ils vont rêver tous les 2 de la même manière. Alors, il n'y a pas de différence dans les rêves. Et puis, ce qui est intéressant aussi, on a une de nos libraires qui a l'œil d'une intervenante et qui voit qu'on montre beaucoup les éléments d'adaptation physique pour le petit garçon, alors marchette, chaise particulière, etc., pour lui permettre de vivre sa vie de façon plus adaptée. Alors, très beau livre sur ce qui nous différencie et surtout ce qui nous unit. Petit portrait de chat. Alors, un livre chez Grasset Jeunesse qui est dans la collection. La collection nous fait des œuvres pour faire découvrir aux jeunes le patrimoine littéraire. Ici, il y a toujours en fait une contrainte pour les illustrateurs, une contrainte de temps. C'est un collectif d'illustrateurs. Ils ont une contrainte de temps, une contrainte de 4 couleurs. Ici, on est autour du thème des chats. Donc, on va présenter toutes sortes de textes classiques sous différentes formes, différents styles. Exemple, on va présenter le portrait du chat de Cheshire par Lewis Carroll dans Alice au Pays des Merveilles. On va avoir le chat de Charles Baudelaire et à chaque fois une belle illustration par un des illustrateurs
qui a déjà collaboré avec Grasset. Donc, c'est vraiment une belle petite pépite pour découvrir le patrimoine littéraire. Je poursuis avec La Magicienne chez Glénat Jeunesse. Très, très bel album dans un univers de contes. On a une jeune fille qui vit dans un village où les villageois ne prennent pas bien soin d'un petit être qu'ils vont capturer, un petit esprit de la forêt, juste ici. Après la capture du petit être de la forêt, la mère de ce petit être, qui est en fait la magicienne qui dirige la forêt, va punir tout le village d'une malédiction. Elle va les transformer tous en porcs et la jeune fille qui n'aura pas été transformée en porc va partir à la recherche de cette magicienne dans la forêt, dans un univers onirique. C'est vraiment magnifique pour trouver une solution pour libérer le reste de son village. Donc c'est une belle aventure, il y a de la magie à travers tout ça. Puis il y a aussi des énigmes parce que la magicienne et la jeune fille vont se questionner avec différentes énigmes à résoudre. C'est vraiment une œuvre à découvrir. Je poursuis avec Isidore B, Couturier des Fées, par Frédéric Clément. Donc ici, là, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Frédéric Clément qui joue avec les mots de façon tellement poétique, de façon tellement créative. Ici, il est couturier de fées, alors le personnage principal fait des robes pour des fées bien connues comme Mélusine, comme voyons, avec Merlin, ça m'échappe, dans les bois de Brocéliande, Viviane, avec des illustrations chamboulantes, regardez ici. Donc on est vraiment dans un univers fantastique parce qu'on est en train de créer des robes à hauteur de minuscules. C'est vraiment là, un très très beau voyage dans les mots, dans l'imaginaire, au pays du peuple des fées. C'est vraiment une œuvre à avoir dans sa collection. Je poursuis avec Alors, il planta une forêt. Alors, une belle histoire vraie ici à propos de Jadave Payen qui a bâti une forêt de ses mains, lui-même, seul. Alors, c'est une histoire vraie. C'est un petit garçon qui va se voir désolé du sort réservé à une grande quantité de serpents qu'il va retrouver morts sur un banc de sable. Il va entreprendre de faire de la reforestation pour créer un milieu de vie pour les animaux. Alors, il va débuter avec 10 bambous qu'on va lui remettre. Il va développer un système d'arrosage, il va vraiment faire preuve de beaucoup d'ingéniosité, puis il va prendre soin de sa forêt jusqu'à l'âge adulte, où sa forêt va être immense et une forêt en fait de 5 hectares, puis 10, puis 20, donc c'est vraiment fantastique qu'un seul homme ait pu arriver à un tel résultat. Donc, il y a un beau message que même si on est seul, on peut faire une grande différence avec nos idées, nos projets. Et puis, de nos jours, la forêt est tellement grande qu'elle est peuplée de grands mammifères comme éléphants, rhinocéros, même tigres. Je poursuis avec une belle version de Alice au Pays des Merveilles qui a été illustrée par Arthur Rackham aux éditions BNF. Alors, on voulait vous faire part de cette belle sortie. Je voulais vous montrer quelques illustrations parce que c'est ce qui fait le charme de cette nouvelle version. Voilà, je vais essayer de vous en montrer une autre. Déjà, avec les pages de garde, ça donne envie. Alors, si vous êtes fan de Alice au Pays des Merveilles, jetez-y un coup d'œil. Je poursuis avec Madame
J et les paquebots. Alors, on est dans une histoire assez triste. C'est deux jeunes filles qui... non, c'est trois sœurs en fait. Trois sœurs qui vont vivre le départ de leur mère. C'est plus ou moins clair qu'est-ce qu'elle est allée faire. Elle est partie en voyage. Les filles pensent qu'elle va revenir, mais plus le temps file, plus on se rend compte avec les explications du père que la maman... n'est pas fait pour vivre à un seul endroit, a besoin de s'évader. Alors, c'est toute la tristesse que les jeunes filles vont vivre à travers cet abandon. Elles vont créer un lien aussi particulier avec la voisine qui aimait aussi voyager dans le passé. Donc, c'est tout en douceur. C'est vraiment une histoire qui est bien amenée, bien illustrée. Belle relation père-fille aussi. Donc, une belle lecture qui peut amener beaucoup de discussions profondes. Ensuite, Le secret d'Arsène Lupin. J'avais envie de vous en parler. Bon, il y a beaucoup de choses qui sortent dernièrement sur Arsène Lupin. Ici, on est chez Gauthier Langros avec Hélène Druvert. La beauté de cet album-là, c'est vraiment ses illustrations. On est allé dans des découpes laser. Donc, c'est assez impressionnant. Regardez ici, je vais essayer de bien vous montrer. Alors, on a peu de couleurs, des belles découpes laser. Il y a très peu de texte, donc je trouve ça intéressant si on veut rendre Arsène Lupin accessible pour des plus petits ou si on est limité dans le temps pour la présentation de notre œuvre. Ah, regardez ici, le paquet. Alors, très belle adaptation de Arsène Lupin. Ensuite, La nature chez Cambourakis. Ici, c'est vraiment une œuvre intéressante. On est avec des dessins super naïfs, enfantins. Et on va suivre quelques familles en fait qui font partie d'un village. Ils adorent leur village, ils adorent la nature, mais c'est drôle, à chaque fois qu'ils vivent un beau moment en nature, il y a un petit quelque chose qui les dérange. Puis, ils vont apporter une modification. En fait, ils vont détruire une partie de la nature pour accommoder leurs besoins. Plus l'œuvre avance, plus ils détruisent la nature, plus la nature se met en colère. Donc, c'est quelque chose de très actuel comme problématique. C'est une belle fable écologique, en fait, qui peut amener des belles discussions, des belles réflexions aussi. Puis il y a quand même un côté accessible là, au niveau de l'illustration, du texte. Donc, c'est vraiment une histoire dans laquelle on peut facilement se reconnaître, nous, comme êtres humains. Ensuite, le bel album Pour faire un oiseau. Alors ici, c'est un album tout en poésie. Donc, on est dans l'imaginaire, on est dans la poésie. Les illustrations sont vraiment superbes. Et on va nous réciter en très peu de mots ce qu'on a besoin pour fabriquer un oiseau. Et plus les pages vont filer, plus le personnage principal fabrique son oiseau. Puis à la fin, avec l'imaginaire, va lui donner vie. Alors, c'est un très beau livre sur l'imaginaire et l'ingéniosité. Je termine avec un cache-cache monstrueux. Alors, un autre chef-d'œuvre de Clotilde Perrin avec 1001 volets à ouvrir. Ici, on a un petit personnage qui va se promener d'un conte classique à l'autre pour se cacher. Alors, on va pouvoir ouvrir ici la maison des trois petits cochons. Toutes sortes de volets à ouvrir comme Clotilde Perrin sait bien le faire, des petits commentaires par-ci par-là. C'est vraiment un beau livre pour faire le tour de quelques contes classiques, analyser les différents clins d'œil qui ont été faits. Ici, on est avec Hansel et Gretel. Ici, on est dans le château de la Belle au bois dormant. Une très belle œuvre à découvrir.
C'est ce qui complète ma capsule du jour et on se dit au mois prochain.